Troisième et dernier challenge, ça c'est un bébé qui me passionne, c'est qu'il faut sortir des limites des données financières. Enfin, ce serait bien que ce soit la fonction finance qui le fasse. Moi, je considère que ça revient à la fonction finance, mais pas tout seul. Il faut savoir intégrer la compétence peut-être d'autres professionnels. Mais de passer par la fonction finance, c'est ce qui permet de donner un cadre, d'appliquer des normes, d'appliquer des règles de déontologie, d'indépendance, etc. De quoi parlons-nous là? Si on parle de données non financières, on va aborder le sujet de la RSE. Responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez ce que c'est pas très nouveau. Ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a une sensibilisation très forte des pouvoirs publics et du public, de la société en général, la société civile. Il y a une attente très forte qui s'exprime fortement, et on le voit au niveau des élections, on voit ça en France, regardez les résultats sur des élections municipales où des grandes villes très conservatrices comme Bordeaux, je celle-là en tête, a élu un maire écologiste la dernière fois. Il y a une attente très forte d'aller vers une qualité de vie, parce que nous sommes arrivés peut-être à des extrêmes en termes environnementales qui obligent à des mesures urgentes. Et cette pression se fait sur les entreprises. Combien d'entreprises se font boycotter parce qu'elles ne respectent pas des règles d'éthique, parce qu'elles font travailler des enfants en Inde, Adidas à une époque, ou parce qu'il y a tel abus ou telle dérive. Vous avez un boycott qui est lancé, ça va très vite sur les réseaux, et vous pouvez être certain que le chiffre d'affaires il va chuter. Donc il y a ce qu'on appelle la cyber-réputation, la e-réputation est quelque chose qu'il faut savoir entretenir, mais c'est pas qu'une apparence. C'est qu'il faut être raccord là, il faut pas raconter n'importe quoi. Et donc cette attente et cette demande aujourd'hui va vers les entreprises parce que, vrai ou faux, les entreprises sont considérées comme une source de pollution. Et qu'elles ont leur part de responsabilité dans les dommages environnementaux qui sont aujourd'hui créés par notre société. Bon, c'est vrai, sûrement, et pour certains cas, c'est pas 100% de la vérité, mais en tout cas, il y a une attente forte qui va vers les entreprises. Les entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix, elles doivent s'engager sur cette responsabilité sociétale. Elles doivent aborder le sujet avec sérieux. Il ne faut pas que ce soit que ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire laver plus vert que vert pour être conforme à cette... Non, il faut vraiment que ça corresponde à une démarche au sein de l'entreprise. Je parle de l'Europe, je parle de la France, je parle de l'Europe. On a une directive qui s'applique depuis le 1er janvier, la CSRD, une directive qui impose de produire un rapport d'information extra-financière pour des entreprises d'une certaine taille. Ça existait déjà avant, sauf que le niveau descend. On est passé de 500 salariés à 250. Donc on commence à élargir le scope. Et donc il y a des obligations qui concernent les groupes cotés et les grandes entreprises. Ces seuils légaux ne vont faire que baisser, que diminuer, avant de se généraliser. Mais moi, ce que je dis à les petites entreprises et aux PME, n'attendez pas l'obligation légale. C'est pas la peur du gendarme qui doit vous convaincre. C'est l'intérêt que vous devez y voir pour votre propre business, vis-à-vis de vos clients. Vous vendrez certainement mieux et plus si vous avez cette démarche de qualité. Et puis, vis-à-vis de votre propre personnel en interne, pour mettre en place une dynamique qui va faire que l'entreprise soit un lieu de bien-être et de satisfaction. Et ce sera un thème d'attractivité pour le recrutement. Donc, il n'y a que du plus à gagner. Donc, il ne faut pas que ce soit la peur du gendarme qui vous amène à le faire. Faites-le spontanément. Et ce qui est essentiel dans cette approche, c'est la finalité. C'est à quoi ça sert. En termes de ROI, de retour sur investissement, pas facile à mesurer. Par contre, ne pas le faire,
ça peut se mesurer peut-être très vite. Donc faites attention. Donc on peut rien promettre, mais en termes d'image de l'entreprise, il s'agit de la maintenir. Et aujourd'hui, je le disais à l'instant, c'est fragile. Donc il s'agit de maintenir ça. Et alors, bon, quand on a un dirigeant ou des dirigeants dans l'entreprise qui sont sensibles au sujet et qui vous disent, écoutez, moi, je vois pas d'inconvénient, mais je fais comment? So what? Par quel bout je le prends? Je fais quoi? Qu'est-ce que je mets? Et c'est là où je dis il faut avoir une réflexion stratégique. Et c'est en ça qu'un certificat comme celui qui est en train de se lancer, la Paris SKE, est intéressant parce que ça va permettre de mettre dans les entreprises des personnes qui auront une vision globale de ce qu'est la transformation digitale et de ce que peut être un rapport d'information non financier. Et ce qu'on doit y mettre dedans. Là, on est dans une période qui est provisoire, ça ne durera pas très longtemps, où on peut mettre, allez, je vais exagérer, entre guillemets, n'importe quoi. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des écritures de normes qui sont très avancées. À l'échelle internationale, les organismes se sont mobilisés pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le calculer, comment on doit mesurer, comment on doit reporter. Donc il y a ces contraintes qui arrivent. Elles ne sont pas encore tout à fait là. Et encore une fois, elles ne concernent que les grandes entreprises. Donc les autres peuvent rapporter, même si elles ne sont pas exemplaires, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de dire ce qui se passe dans l'entreprise et de prendre la mesure pour pouvoir comparer et pouvoir dire l'année prochaine, eh ben voilà, j'étais à tel niveau l'année dernière, cette année je suis à tel niveau. Donc j'ai progressé, je me suis donné un objectif, ben, je suis sur la bonne voie. Et cette mesure d'indicateur, elle va se faire par des techniques, par des outils qui sont bien maîtrisés et connus par les professionnels de la finance. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui peut concerner, qui doit concerner les professionnels de la finance. Et en termes de stratégie, ben ça demande un peu de travail, de réflexion stratégique avec les dirigeants pour savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a des choix à faire, il y a des priorités à classer. On va se donner tels objectifs. Ok. Dans quel délai? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc on définit un cap. Ensuite, on définit des indicateurs. Ce sont ces fameux indicateurs qui vont permettre de voir l'évolution vers l'objectif final qu'on se sera donné. Et donc, ces indicateurs, ils vont permettre de faire du reporting. Le reporting, c'est-à-dire dire ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça, c'est une fonction, c'est le parallèle de l'information financière. Mais là, on est sur du non financier. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Ben, ça se structure, et ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, les critères ESG, environnemental, social, gouvernance, ESG. C'est international, ESG en anglais, vous le dites en n'importe quelle langue, ESG, tout le monde le comprend. 3 parties sur lesquelles vous devez vous donner des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si vous êtes dans une entreprise de service où il n'y a que des gens dans des bureaux, sur l'environnemental, on va vous dire je ne pollue pas. Non, tu ne pollues pas, mais tu achètes des bouteilles en plastique. Et ça pollue la mer. Donc peut-être qu'il faut mettre des fontaines à eau, monsieur le directeur, pour être déjà dans une démarche de durabilité. Donc il y a des petits gestes à déjà mettre en place à l'échelle de tout le monde. Et ce ne sera pas sur ce sujet qu'il y aura le plus à faire. Le social, déjà, là, ça devient un peu plus complexe. Parce que, bien sûr, il y a une politique sociale de l'entreprise. On va dire, oui, mais moi je respecte mes salariés, je leur donne une prime en fin d'année, je leur paie ceci. Oui, ok. Mais si on essaie d'aller au-delà, alors il y a quelques informations comme l'égalité des salaires hommes-femmes, comme la formation, l'accompagnement des collaborateurs dans leur évolution de compétences, etc., etc. Donc en matière sociale, il y a aussi besoin d'avoir une politique, une dynamique, et ça, on se donne des objectifs et après on prend la mesure. Et alors le troisième sujet, moi c'est mon préféré, c'est la gouvernance. Parce qu'en général, dans les entreprises, vous avez des entreprises avec des dirigeants d'un certain âge qui ont le modèle dont ils ont hérité ou qu'ils ont mis au point eux-mêmes, mais qui a toujours fait ses preuves. Et donc, bon, ce qu'on va s'entendre dire, vous n'allez pas venir m'expliquer comment je dois gagner de l'argent. Pour le moment, tout va très bien. Ok? Vous me parlez des 10 dernières années, moi je vous parle des 10 prochaines. Je vous fais le pari que dans 5 ans, vous n'existez plus si vous restez comme ça.
Regardez, vous avez du mal à recruter vos cadres, vous êtes à 3 ans de la retraite. Si vous ne mettez pas en place une réorganisation de votre modèle de gouvernance, ça ne peut pas marcher. Vous êtes incapable de faire venir des jeunes à vous. Aujourd'hui, il s'agit de déléguer, il s'agit de donner des zones de responsabilité, il s'agit de responsabiliser les gens sur des objectifs. On est dans des gestions de mode projet. Un jeune cadre, il faut lui dire, voilà, ton objectif, c'est d'être là dans 2 ans. Il va être motivé, il va se défoncer pour être là dans 2 ans. L'année d'après, il sera parti. Il sera pris un autre objectif ailleurs, sûrement. Mais c'est la société d'aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à avoir un modèle de gouvernance qui corresponde aux mentalités d'aujourd'hui. Si on parle de la génération Y, ou même les Z, je ne sais plus où on en est, mais faire un Z, après on repart à la génération 1. Mais là, il y a des mentalités, mais qui sont à des années-lumière de ce qu'on a connu jusque-là. Si je vous disais les réflexions que je m'entends, moi, dans mon cabinet, qui est quand même très ouvert, et avec une relation très conviviale avec mes collaborateurs, des fois, je m'entends des choses où, waouh, ça bouscule, hein. La notion de congé illimité. Ok. On est quand même une entreprise de service. Comment on fait avec les clients si tu es en vacances illimitées sans savoir quand c'est que tu vas revenir? Oui, mais ça se fait. Regarde Apple, regarde Microsoft. Ils n'ont pas de problème. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les statistiques montrent que les gens travaillent plus quand ils sont en congé illimité. Ah, je dis, mais alors, c'est pas la peine de le faire. Autant prendre toutes les vacances auxquelles la loi te donne droit. Donc, il y a des concepts aujourd'hui qui viennent vraiment bousculer les choses. Il faut voir jusqu'où on peut aller. Mais la semaine de 4 jours, ça avance. Hein. Je ne sais pas au Maroc, mais en France, il y a une attente. Hein. Donc, bon, pourquoi pas? Et ça s'organise. Hein. Le télétravail, moi j'ai des collaborateurs 4 jours par semaine en télétravail. Bon. On ne peut pas le faire avec tout le monde, et ça dépend des services. Mais, donc il y a des concepts nouveaux qui amènent à gérer l'entreprise autrement, et donc la gouvernance. Et tout ça, donc les critères ESG, ça se raconte, ça se met dans un rapport, ça se dit, et quand c'est dit par un professionnel comme un expert comptable qui engage sa responsabilité,